Eh bien, bonjour les leaders, j'espère que vous allez bien. Je fais cette session d'enseignement. Je suis seule ici dans ce cours, mais mon but, c'est de vous redonner la méthodologie de la facilitation des tables de croissance pour que ce soit compréhensible pour tous. Eh bien, nous allons voir plusieurs choses. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on fait des tables de croissance? À quoi ça sert? On va voir tout ça. Puis on va voir justement le déroulement, comment ça se passe concrètement. La formation des facilitateurs de table. Alors, le but de cette formation est de développer des leaders enthousiastes qui ont espoir pour les autres et qui veulent leur apporter de la valeur afin de les aider à mieux se connaître et à reprendre du pouvoir sur leur vie. Euh, mon vœu à moi, c'est que F2E Canada soit un incubateur de transformation personnelle pour chaque personne qui rejoint notre association. Eh bien, je vais mettre ça en diapo. Connaître le contexte dans lequel s'inscrit le processus de table de croissance. J'allais dire, je crois, je vais parler de moi. Je crois que nous pouvons changer notre monde. Je crois que la transformation commence autour d'une table où on parle de valeurs et d'action. On va au-delà de l'enseignement. Pourquoi les tables de croissance personnelle? Il est question de placer le focus sur l'autre. Il s'agit vraiment d'un leadership de serviteur. C'est le type de leadership que moi je promeux. L'impact se concentre sur les autres. Mettre une valeur maximale sur l'autre afin de l'engager dans l'action bénévole et le service. Fondement du leadership transformationnel. Euh, le leadership transformationnel est fondé sur la croyance que les autres peuvent s'améliorer. Les autres peuvent se positionner pour éveiller leur conscience au travers d'une méthodologie de croissance qui se fait autour d'une table de 6 à 12 personnes. Et c'est cette méthodologie-là que je m'en vais vous partager aujourd'hui. Mais pour partager, j'aimerais déjà établir la différence qu'il y a entre une table de croissance et un enseignement. La table de croissance est différente d'un enseignement. Autour de la table de croissance, personne n'est enseignant, nous sommes tous des participants. Alors que l'enseignement, c'est une communication unilatérale. Il y a quelqu'un qui sait et qui transmet. Il y a une personne qui sait et qui transmet. Autour de la table de croissance, contrairement à l'enseignement, personne n'est censé savoir. La seule vérité, c'est le texte que nous avons à lire et nous sommes tous invités à réfléchir sur notre vie au regard du texte que nous allons lire. La table de croissance personnelle euh, se déroule dans un contexte où il y a un facilitateur. Le facilitateur autour de la table, juste pour que ce ne soit pas la cour du roi Péto, juste pour orienter, pour guider le déroulement. La communication est dans les deux sens. Le facilitateur euh, participe autant que tous les autres, à même titre que les autres. L'environnement est structuré, les idées ne sont pas enseignées, elles sont facilitées. Donc les idées sont facilitées, pourquoi? Parce que les idées viennent du texte dans le but d'amener chaque personne à réfléchir sur sa réalité personnelle. Maintenant, on entre en plein, je veux votre attention en ce moment, on entre en plein dans la pratique, n'est-ce pas? Une personne autour de la table est désignée facilitateur. On aurait pu même, pendant qu'on faisait les 6 tables, ne pas faire que moi seule, je me tiens comme facilitatrice. On pouvait mettre une des valeurs et demander qui veut faciliter. Je crois que c'est ce qu'on aurait dû faire. On va se rattraper quand on va faire les tables d'action. Une personne est désignée de jouer le rôle de facilitateur. Maintenant, soyez attentifs, vous allez voir ce que la personne est appelée à faire et ce qu'elle est appelée à ne pas faire. Les autres participants, quant à eux, sont appelés à partager leurs propres idées et expériences en s'exprimant en jeu quand le moment de s'exprimer va venir. Toute la réflexion est faite sur la base d'un ensemble de textes qui constituent donc l'outil de base de la croissance. Ce sont des textes de développement personnel savamment sélectionnés
qui vise un objectif particulier. Par exemple, ce que nous avons fait ensemble, ça visait un objectif de responsabilisation, de capacité à pardonner, d'avancer, de capacité à se lever pour les autres et à créer de la duplication. Ça parlait de toutes ces choses-là. Donc, en gros, la responsabilisation personnelle. Donc, le but était de nous sortir de la victimisation, des plaintes, des excuses, pour nous inscrire dans l'action comme responsables de notre vie, et responsables de la vie des autres personnes qui sont autour de nous, n'est-ce pas? En conséquence, tous les participants donc grandissent ensemble puisqu'on réfléchit ensemble, y compris le facilitateur. Et la durée idéale de l'activité est de 60 minutes. Eh bien, on va voir maintenant par rapport au déroulement. Lors du déroulement de la table, nous avons quoi comme outil? On a juste des textes. On a un texte. On a un texte. Et on a un facilitateur désigné. Le facilitateur désigné prend la parole en premier lieu. Qu'est-ce que le facilitateur dit, par exemple, quand il prend la parole? Elle accueille les gens, elle dit pourquoi on est là, pour notre croissance personnelle. Il s'agit de nous, il s'agit de réfléchir à notre réalité personnelle et non à la réalité de quelqu'un d'autre autour de nous. Elle invite les gens à... Elle explique aux gens ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va lire le texte à tour de rôle. Quand une personne lit, les autres vont être attentifs et vont être prêts à lire à leur tour. Ils doivent être participatifs. Ils doivent être pleinement présents, caméra ouverte, avec le crayon et le cahier en main pour prendre en note les portions du texte et les expressions qui les touchent personnellement. Parce qu'après, ils devront partager, expliquer pourquoi est-ce que ça les touche en fonction de leur réalité. Alors, comme je disais, le facilitateur prend la parole en premier, explique cette petite méthodologie. Nous allons lire et réfléchir en fonction de ce qui est dit dans le texte. Pendant qu'une personne lit, vous allez prendre les notes sur les mots, les expressions, les phrases qui vous touchent le plus. Parce que vous allez par la suite partager pourquoi est-ce que ça vous a touché. Et nous allons lire à tour de rôle. Chaque personne doit lire. D'accord, les inviter à comprendre ça. Puis le facilitateur va inviter les participants à être attentifs et à prendre en note ce qui résonne fort pour eux. Le facilitateur donne à chaque participant une opportunité de participer, mais commence toujours par lui-même. C'est-à-dire, le facilitateur peut commencer par lui-même, par lire lui-même le premier paragraphe du texte, tout en invitant les gens à noter ce qui les touche, puis donner la parole pour que quelqu'un d'autre lise la suite, comme on a exactement fait pendant les séances qu'on a eues ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'un facilitateur? Le facilitateur veut apporter de la différence dans la vie des autres. C'est quelqu'un qui vise une expérience de transformation. Il sait qu'il peut apprendre en cours de route avec les autres. C'est pour ça qu'étant même facilitateur, elle ne s'estime pas au-dessus des autres, mais elle s'estime en apprentissage avec les autres. Le facilitateur est quelqu'un d'efficace dans la découverte de soi. Elle va questionner les gens, elle va susciter la réflexion avec des questions pour amener les gens à réfléchir à la lumière du texte, n'est-ce pas? Elle met les autres en valeur, elle valorise les autres quand elle ose prendre la parole. Quand quelqu'un prend la parole, merci, merci d'avoir participé, merci pour ta contribution. Le facilitateur, c'est ce qu'on avait vu dans le cours avec notre maman Marthe Karine, la personne OK++, qui se valorise et qui est prête à valoriser les autres. Le participateur veut apporter la différence dans la vie des autres. Je crois que ça, c'est un acétate que j'ai dédoublé. Ce que le facilitateur n'est pas maintenant. Il n'est pas un coach, il n'est pas un professeur, il n'est pas un conseiller ou un commentateur. Parce que je crois que ce qui est en train de terrifier les gens, c'est que peut-être quelqu'un se dit, ah, je ne suis pas coach, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas conseiller, je ne suis pas commentateur. Comment je vais réussir à faire ça? Non, tu n'es pas appelé à être tout ça. Tu es appelé juste à être une simple personne, je vous assure. Juste quelqu'un autour de la table qui donne la parole. Tu es là pour donner la parole, en fait. Ton rôle, c'est de donner la parole. Alors, il n'est pas là pour réparer les autres. Ton rôle n'est pas non plus de réparer les autres, parce que les autres vont s'auto-réparer en réfléchissant sur leur réalité avec le texte. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas réfléchir sur ta propre réalité et partager avec eux. Et ça va les motiver à réfléchir sur leur réalité aussi.
Tu vas mettre en avant l'idée de la transparence. Soyons transparents et tu vas mettre aussi en avant l'idée de la confidentialité pour que les gens comprennent que ce qui se passe autour de la table reste là-bas. Parce que les gens font là le dévoilement de soi. Ils parlent des choses que nécessairement ils veulent peut-être pas aller raconter dans les rues, tu vois. Le facilitateur ne juge pas les autres. Et ça, c'est la clé. Il faut que les autres se sentent inclus, qu'ils ne soient pas jugés, qu'ils soient dans un endroit sans jugement où ils se sentent juste écoutés. Il est parfois difficile pour un enseignant d'être facilitateur, car parfois il veut donner la connaissance et non amener les gens à réfléchir. Or, le but, c'est d'amener les gens à réfléchir, c'est de poser des questions. Il n'est pas là pour impressionner non plus, pour dire comment lui, il comprend beaucoup, tu vois. Maintenant, quel est le véritable rôle du facilitateur? On a vu ce qu'il n'est pas, n'est-ce pas? Ce que le facilitateur est, c'est quelqu'un qui sait que on n'est pas venu pour parler de lui-même là-bas, autour de cette table. Ce n'est pas au sujet de lui-même qu'on est là. C'est quelqu'un dont le leadership de service est en action. Elle est prête à servir. Preuve, elle donne son temps. C'est quelqu'un qui veut servir, qui veut voir les autres avancer à un autre niveau. Alors, c'est quelqu'un qui a l'écoute des autres, qui sait écouter les autres. Et on a vu la valeur de l'écoute. On écoute les autres. C'est quelqu'un qui pratique l'empathie. Même lorsque le raisonnement de l'autre est trop basique, on pratique l'empathie, on se met à sa place, on se souvient quand nous-mêmes, on ne savait pas un certain nombre de choses et on ne s'en moque pas. Et on ne regarde pas d'un rire narquois. En tout cas, on n'est pas dans le jugement parce qu'on veut aller trouver l'autre là où il est et essayer de l'amener un peu plus loin. Les compétences d'écoute sont donc très importantes. Il est un participant au même titre que les autres, donc engagé dans la discussion. Pas engagé pour commenter pour les autres, mais engagé pour dire ses expériences. Bon, quelqu'un peut se dire que quand on était dans la pratique, moi, je commentais parfois les réponses des autres, mais c'est parce que je voulais vous amener à comprendre le point de la personne. Notre but quand on va y aller, ce ne serait pas nécessairement d'être dans les commentaires quand on ne se sent pas à l'aise. Tu peux le faire quand tu te sens à l'aise et que tu estimes que tu comprends. Mais ce n'est pas ça le but premier en fait. Ce n'est pas ça le but premier. Le but premier, c'est d'amener les gens à réfléchir par eux-mêmes. Tu réponds aux questions comme tout le monde, c'est-à-dire la même question que tu poses à quelqu'un. Qu'est-ce qui vous a marqué? Tu te la poses en premier parce que tu dois être la première à dire ce qui t'a marqué et attendre ce qui a marqué les autres. Tu fais ton auto-évaluation au niveau de la section auto-évaluation. Tu fais ton auto-évaluation comme tout le monde. Tu es juste un participant modèle en fait. Tu es un participant modèle. Le facilitateur est un participant modèle. Tu passes en premier et tu fixes la barre de la transparence. Tu es transparent toi-même pour inviter les autres à faire comme toi. Tu acceptes de te mettre au défi de la transformation des autres. Tu n'as pas peur d'exposer tes propres faiblesses, tes propres vulnérabilités. Tu vois, tu sais, c'est dans nos vulnérabilités qu'on est capable de rejoindre les autres. John Maxwell dit, nos succès nous séparent, mais nos échecs nous interpellent et interpellent d'autres avec nous. Donc, il n'y a pas de honte à partager nos échecs, à dire, là, j'avais telle faiblesse, peut-être qu'on parle de la valeur d'écoute, de dire, moi, parfois, j'ai observé que je n'écoute pas assez mes enfants. Je vous ai dit, moi, j'avais observé ça. J'étais très occupée, j'écoutais peu mes enfants jusqu'à ce que je m'impose une chaise à côté de moi et je fais une discipline à la maison. Chaque enfant rentre, il doit d'abord passer par là, s'asseoir à la chaise. Puisque je suis toujours en train de travailler à mon bureau, il va s'asseoir à côté et je vais lui donner quelques minutes pour écouter comment était sa journée. Je me suis donné cette discipline-là pour apprendre à écouter mes enfants, alors que quand j'étais trop focus sur mes activités, j'ai réalisé que je les écoutais moins et que ce n'était pas bon. Donc, ce n'est pas grave d'exposer tes vulnérabilités comme ça. Tu n'as pas besoin de dire que tu as été toujours parfaite pour que ça enseigne les autres. Non, ça n'enseigne personne. Au contraire, nos échecs et nos essais de nous relever enseignent les autres. Maintenant, pour transformer les autres, nous devons partager nos propres faiblesses, notre propre histoire, nos expériences personnelles, nos propres valeurs. Voilà pourquoi
on demande aux gens, quand ils prennent la parole sur une table, de parler en jeu, de parler, de s'engager dans la parole, de parler de ses expériences. Je fais ceci par rapport à ce qui est lu. Moi, je vois comme ça. Dans ma vie, je fais des choses comme ça. Ceci m'enseigne des choses et je vais m'améliorer comme ça. Pour rencontrer les gens exactement là où ils se trouvent, pour maintenir le groupe sur la bonne voie. Maintenant, vous avez vu comment ça se déroule, c'est simple, c'est ça. Je vais revenir sur les 5 étapes pour que ce soit davantage clair. Étape 1. Tout le monde lit à tour de rôle, c'est-à-dire on a un texte, tout le monde lit à tour de rôle. Tu montres le paragraphe que tu veux que quelqu'un lise. Toi, s'il te plaît, lis ce paragraphe. Tu peux surligner le paragraphe que tu veux que la personne lise. Lis ce paragraphe. La personne lit. Pendant qu'elle lit, tu invites les autres à prendre ce qui, ce qui les marque, n'est-ce pas? Commencer, et tu dois commencer toujours par toi-même. Ensuite, aller autour de la table. Tout le monde lit à haute voix et chacun souligne ce qui est important pour lui. Étape 2. Chacun prend 1 minute pour partager une chose qu'elle a soulignée. C'est-à-dire toute la lecture est déjà faite jusqu'à la partie lecture est faite. On est arrivé sur la partie où c'est écrit réfléchir. Là, à ce moment-là, chacun prend 1 minute pour partager quelque chose qu'elle a souligné. Une seule chose est suffisante parce qu'on ne veut pas s'éterniser là-dessus. Une seule chose qui nous a marqué et qui nous pousse à l'action est suffisante. Si chaque semaine, il y avait une chose qui nous poussait à une action, notre vie serait bien différente. Donc, chaque personne partage une seule chose qui l'a vraiment marqué et qui l'amène à changer une chose particulière dans sa vie ou à faire davantage quelque chose dans sa vie. Le facilitateur débute par lui-même toujours et fait le tour de la table pour donner l'opportunité à tout le monde de parler. La prise de parole est d'1 minute ou 2 pour chaque personne. Je t'invite à recadrer, à dire à la personne qu'elle a droit à 1 minute pour qu'elle ne s'éternise pas, n'est-ce pas? Ou si tu veux donner 2, tu donnes 2. Mais pas laisser quelqu'un s'éterniser. Puisque ton but, c'est d'amener tout le monde à participer. Vous allez avoir quelques bavards dans votre groupe, donc il faut faire attention à bien recadrer. Ayons la sagesse de limiter la déroute sans blesser. Et quand on va recadrer, ne soyons pas brusques, n'est-ce pas, dans le fait de recadrer sur le temps. Soyons bienveillants, soyons doux dans ce que nous allons dire à l'autre. Parce que nous voulons perdre personne autour de cette table. Nous voulons que personne parte et ne revienne pas demain parce qu'elle s'est sentie trop froissée. Tu vois. Ayons la sagesse de limiter la déroute sans blesser. Soyons justes envers tous. Restons fermes sur le temps de la parole. Étape 3. Tout le monde prend 2 minutes pour s'évaluer. On est rendu au niveau de l'évaluation. Et c'est bien écrit sur le document évaluation. Tout le monde prend 2 minutes pour s'évaluer. Tu vas expliquer la méthode d'évaluation à la personne en leur disant qu'il s'agit de s'évaluer sur une échelle de 1 à 10 pour dire à quel point elle manifeste la valeur ou l'action qui est enseignée. Et tu vas les inviter à ne pas choisir le 5 parce que le 5 est considéré comme une zone de confort. C'est la note passable. Et tu sais, quand les gens sont passables, ils sont dans le contentement. Ok, je n'ai pas quand même échoué, mais invite-les à ne pas choisir le 5. Et parfois à ne pas choisir le 10 parce que le 10 aussi, c'est la perfection. Demande-leur de laisser la place à l'amélioration, même si elles sont déjà excellentes, qu'elles donnent la place à l'amélioration. Comme humain, on a toujours quelque chose à prendre, n'est-ce pas? On a toujours à s'améliorer continuellement. Seulement notre Dieu, il est parfait. Nous autres, on n'est pas parfait. Maintenant, après, quand tout le monde a fait son évaluation, remplit les réponses dans la session de l'évaluation, c'est-à-dire chacun a dans son cahier la section de l'évaluation qu'elle a réservée, elle remplit son évaluation et puis elle définit ses actions, l'action auquel elle veut se mettre dans la semaine. Et puis, après avoir défini son action, chaque personne partage ce qu'elle a écrit au niveau de l'évaluation. Le facilitateur commence et passe la parole aux autres. Je me répète là, mais je crois que c'est le maître des sciences. Chacun partage la section d'action qui s'est résolue d'entreprendre dans la semaine. Le plan d'action qui en ressort doit être mesurable. Et voici une clé pour amener des gens à fixer les bonnes actions. Quand quelqu'un dit, par exemple, que dans cette semaine, je vais commencer à écrire mon livre. Regarde, ce n'est pas un objectif mesurable, tu vois. Mais si la personne dit, chaque journée de la semaine prochaine, je vais écrire un paragraphe de mon livre
entre 10 heures et 11 heures. Ça devient plus concret. Il y a le qui. Qui l'a écrit? Moi. Tu vas faire quoi? Écrire un paragraphe. Ou dans mon cahier ou dans mon ordinateur. Quand? Chaque journée de 10 heures à 11 heures. Comment? En saisissant cela dans mon ordinateur. Tu vois? Donc, quand la personne répond à ces différentes questions en fixant son action, elle se donne plus la chance d'être spécifique, mesurable et de pouvoir l'intégrer dans son agenda de la semaine prochaine. Et toutes ces actions-là sont compilées. Le facilitateur peut mandater une personne autour de la table de noter les différentes actions de chaque personne parce que ça va faire l'objet d'un suivi la semaine prochaine. Toutes les actions qu'on a notées vont faire l'objet d'un suivi. Et c'est ça que je t'amène à l'étape 5. Lors de la prochaine rencontre, chaque membre, chaque participant autour de la table prend 1 minute pour partager le résultat de l'action de la semaine précédente. Et ça commence toujours par toi, le facilitateur. Donc, toi-même, le facilitateur, tu dis, j'avais dit que chaque journée de la semaine, je devais écrire saisir un paragraphe de mon nouveau livre dans mon ordinateur. Je me suis mis à l'œuvre. Voici le défi que j'ai eu. Je me suis laissé distraire peut-être par les clignoteurs de temps, par le téléphone, les notifications. Et là, je n'ai pas pu atteindre mon objectif. Et là, j'ai compris que la prochaine fois, pour réussir, je dois éteindre mon téléphone dans cet espace-temps. Donc, toi-même, tu donnes ton rapport et tu te présentes avec toute ta vulnérabilité. Et si tu as réussi, tu te félicites. J'ai réalisé que en fixant cet objectif de cette façon, waouh, ça m'a permis d'écrire X nombre de chapitres de mon livre en 1 semaine. Je me félicite et on célèbre ensemble les succès, n'est-ce pas? Ceci se fait. Et après, quand tu finis, tu passes la parole à tout le monde. Et les actions de tout le monde étaient consignées. Donc, tu sais ce que chaque personne avait dit qu'elle va faire. Puis, tu revisites toutes les personnes apportent ce qu'elles ont réalisé, leurs défis, leurs réalisations. Puis, on pense à comment on peut mieux faire la semaine prochaine pour ceux qui ont eu des défis. Ceci se fait tout au début de la rencontre et le facilitateur félicite tous les efforts. Puis, vous prenez le texte du nouveau jour et vous refaites le processus. J'espère, les mamans, que vous comprenez. Et c'est ça, c'est facile. À cette étape, on peut se dire que la méthodologie est terminée. Je vais aller maintenant vous expliquer quelques conseils de facilitation que je veux vous donner. Conseil 1, ça va répéter les choses que j'ai déjà dit, mais juste pour le fixer, la répétition est la mère de la science. Toujours passer en premier et servir de modèle pour les autres comme facilitateur. Conseil 2, expliquer ce que signifie la transparence et pourquoi il est bon d'être transparent et honnête avec soi-même dans un contexte de croissance personnelle. C'est pas parce que ce que tu traverses, parce que tu manques d'habilité en telle ou telle chose que c'est grave. On est justement là pour développer des habiletés. Donc, c'est pas mal de dire que je manque d'habilité à tel endroit. Il faut accepter d'être vulnérable pour changer. Conseil numéro 3, expliquer ce que signifie s'auto-évaluer et s'assurer d'être le modèle soi-même. S'auto-évaluer en premier pour montrer aux autres. Surtout rappeler la confidentialité et dire que c'est important, n'est-ce pas? Conseil numéro 4, donner à chacun l'opportunité de participer. Donc, ne pas laisser une personne mobiliser la parole pendant longtemps. Il y a les gens qui parlent beaucoup et c'est leur nature. Donc, si tu ne mets pas le cadre, la personne va s'oublier, parler. Moi aussi, parfois, ça m'arrive ça, de parler beaucoup. Il faut que je me retienne pour m'arrêter. Je n'ai pas été toujours comme ça, mais je suis devenue comme ça. Si quelqu'un ne veut pas parler, fais preuve de patience. S'il y a vraiment une personne qui refuse de parler, il faut que tu comprennes que c'est là où elle est rendue à son niveau de croissance. Fais preuve de patience envers la personne. Le but est de rejoindre les personnes là où elles se trouvent aussi. La patience est de mise dans le parcours de transformation. Vous savez, il y a des personnes qui assistent à des réunions et ne parlent jamais, mais peut-être rendue à la 5e réunion, tu vas voir qu'elle va lever son petit doigt parce qu'elle vient de briser la glace. C'était son temps. C'est là où elle est rendue, en fait. On rend grâce à Dieu et on la félicite pour ses efforts. Rendez-vous là où les personnes se trouvent. Ne les forcez pas, mais donnez-leur à chaque fois l'opportunité de participer. Pensez à eux tout en respectant leur rythme. Conseil numéro 6, savoir créer un climat de transparence et d'authenticité.
pour permettre aux gens de parler de leurs lacunes. Et pour permettre aux gens de les parler de leurs lacunes, tu dois accepter d'être vulnérable, de parler de tes propres lacunes. Parce que si tu viens devant les gens pour les dire seulement comment tu es excellent, tout ce que tu fais a été toujours bon, tu as été toujours excellent, tu as été toujours... Les gens vont développer le, le, le sentiment d'imposteur parce qu'ils vont se dire, ah, moi, je ne suis pas comme elle. Du coup, je n'y arriverai pas. Mais si tu leur parlais un peu de ta vulnérabilité, de là où tu étais incapable, mais que à force de pratique, par la grâce de Dieu, tu es rendu, peut-être la personne va avoir espoir. Créer un environnement sécurisant où chacun peut parler avec authenticité. Le facilitateur doit être vrai, mais éviter de transformer la table en un groupe de thérapie. Donc, la limite est mince. Il ne faut pas tomber dans la thérapie parce que ce n'est pas ça le but. En tout cas, sur une table, en une séance, la thérapie ne se fait pas en groupe. Les bonnes thérapies, c'est en individuel où la personne entre dans sa boîte noire sans avoir des gènes. C'est ça, les thérapies. Donc, ce n'est pas en groupe que ça se fera nécessairement. Mais on peut croître en groupe, on peut se développer en groupe. Encourager les gens à parler en jeu et moi. Donc, éviter que les gens prennent la parole pour dire que nous, quand tu fais tes choses, tu vois que non. Rappelle la personne que quand je fais des choses, je vois que, tu vois. Il faut que la personne parle en jeu. Et là où elle va avoir le sentiment que quelque chose se passe en elle. Voilà. Il s'agit de la personne et de son développement individuel. Il ne s'agit pas des autres. Conseil numéro 7, comprendre que la transformation commence par soi-même. Donc, voilà pourquoi on va parler en jeu, parler de jeu. Et quand tu te transformes, tu vas avoir quelque chose à donner aux autres par la suite. Appliquer la vérité du texte sur soi-même. Le texte est le seul enseignant. Le texte nous dit des choses et nous tous, nous nous auto-analysons à la lumière du texte. Comprendre que si j'applique la vérité sur les autres, ils peuvent se sentir jugés et par conséquent résister au processus de transformation. Donc, j'applique la vérité sur moi-même. La transformation, la vraie, commence à l'intérieur de nous-mêmes. Conseil numéro 8. À la fin, dis simplement merci pour le partage sans excès. C'est-à-dire, quand quelqu'un prend la parole, tu peux tout simplement dire merci pour le partage sans excès. Tu n'es pas appelé à être commentateur. Tu n'es pas appelé à redire ce qu'il a dit. Ne te donne pas cette difficulté si tu n'as pas l'assurance que tu as plus à donner. Non, laisse-le juste dire et tu dis merci pour ton partage. Autour d'une table, avec diverses réflexions, la personne va finir par nuancer elle-même sa réflexion en écoutant diverses personnes. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de personnes autour de la table pour ne pas créer la pensée unique, tu vois. Et c'est là où il n'y a pas la pensée unique que les gens sont amenés à réfléchir. Donc, laisse cette pensée unique jaillir, laisse cette pensée multiple jaillir et laisse chacun face à son auto-analyse au regard de cette pensée multiple lorsque les gens prennent parole. Évite de créer les pôles en facilitant à outrance certains membres du groupe. Puis, en étant toujours comme si c'était une causerie entre toi et une personne particulière parce qu'elle lève trop le doigt ou parce qu'elle parle trop non. Ça, c'est à éviter. Mais on tombe facilement dessus parce que la personne est enthousiaste, mais il faut faire l'effort d'éviter, n'est-ce pas? Il y a du bon en tous et en chacun. Ah, va chercher même la personne qui est cachée depuis. Va chercher, va encourager la personne à s'impliquer. Le facilitateur doit conserver sa neutralité le plus possible. Tu dois être neutre le plus possible, surtout quand tu n'as pas matière à soutenir vraiment les questions qui te sont posées. Sois neutre le plus possible. Dis simplement merci pour le partage, c'est assez suffisant après chaque prise de parole. Conseil numéro 9, assure-toi de ne pas laisser les choses dans la généralité. Creuse avec des questions, pose des questions pour que la personne réfléchisse davantage. Aide tout le monde à creuser et définir de petites actions à mettre en place. Vous allez voir, écoutez tout ceci et quand on va faire l'étape d'action et que tu seras en train de te mettre en pratique, ça va être plus concret pour toi. Utilisons qui, quoi, quand, comment pour les aider à être plus précis. De quoi tu parles? Quand est-ce que tu le fais et comment tu le fais et comment tu te sens pendant que tu le fais et qu'est-ce que tu penses d'eux? Tu poses les questions pour amener la personne à être plus précise dans sa réflexion. Prendre en note les actions de chaque participant pour en faire le suivi la semaine prochaine, comme je l'ai dit tantôt.
Conseil numéro 10, mettre l'emphase sur l'équation suivante. Foi plus action égale résultat. Nous savons, nous sommes tous des croyants et je n'en doute pas. Sauf que ce qui fait la différence entre nous et les autres, c'est que d'autres personnes passent beaucoup à l'action, d'autres croient seulement. Mais la vérité, c'est que c'est quand on ajoute l'action à la foi, c'est qu'on ajoute l'action à tout ce qu'on a appris, que ça donne les résultats. Et c'est ça le but. Si nous ne mettons pas l'emphase sur l'action, les personnes sortiront de ces six tables et reprendront leur train-train de vie quotidien comme si de rien n'était et rien n'aura changé dans leur vie. Et ce sera un autre temps de dépenser de plus un soir chaque semaine. Ce sera un autre temps d'apprentissage de plus qui ne sert à rien. Prenons des notes sur leurs résolutions pour les tenir responsables. Montrons-leur qu'on prend leurs résolutions en note pour vérifier la semaine prochaine, pour les tenir responsables. Oui, je sais que c'est du travail, mais le Seigneur va nous rémunérer. Moi, je le fais et Dieu rémunère ceux qui aident les autres. Tu vas voir quand tu vas le faire, ne t'inquiète pas de ton temps, donne ce temps. Conseil numéro 11, évitons les sujets comme la politique, tout sujet qui peut créer des divisions. Et c'est pour ça que à quelque part, je m'en veux de vous avoir dit que tout de suite, qu'on peut bâtir des contenus comme on veut, avec le modèle d'étape de croissance. Je crois que c'est ça qui est un peu intimidant pour beaucoup de personnes. Oubliez juste ça et utilisez ce qui vous est donné en fait pour vous entraîner et voir le résultat dans la vie des autres. Et plus vous allez lire les livres de développement personnel, plus vous allez voir des extraits dans les livres qui sont poignants pour vous et que vous allez dire, il faudrait que tout le monde sache ça. Puis vous allez apporter ça à votre communauté sous forme de table. D'accord? Ne pas dépasser 1 heure idéalement. Il ne faut pas dépasser 1 heure idéalement. Rester professionnel dans le processus, être engagé est la clé du succès. Vous savez, le professionnalisme parle au cerveau de l'humain. Quand on est professionnel, ça dit à l'autre ce qu'on fait est sérieux. Ça dit à l'autre ce qu'on fait au sérieux. Ça dit à l'autre qu'on n'est pas en train de perdre du temps. Et ça apporte de la considération à ce que nous sommes en train de faire. Ça appelle l'engagement. Être engagé vous-même est la clé du succès et susciter l'engagement des autres parce que ça prend une certaine discipline pendant 6 semaines de revenir semaine après semaine et de retourner chaque fois entre les deux, se mettre en action pour avoir de quoi revenir sur la table la semaine prochaine. Faire des suivis et célébrer des victoires avec nos participants. Notez bien, confidentialité de mise. Par où commencer pour changer donc notre monde? Juste de comprendre que les gens peuvent se mettre ensemble. Mais s'il n'y a pas de leader transformationnel comme toi, s'il n'y a pas de leader pour les diriger, ils ne resteront pas ensemble. Ils ne changeront pas. Rien ne changera dans leur vie. Prendre la décision d'être donc le leader d'aspiration. Celui qui lève le doigt, je vais le faire. Lèvons le doigt, je vais le faire. C'est pas grave si tu titubes au début. On devient efficace seulement en se pratiquant. Souviens-toi de la première journée que tu as été à l'auto-école. Est-ce que tu as été dans l'assurance de conduire? Donc, quand tu n'es pas dans l'assurance de faire ta première table de croissance, moi, ça ne m'étonne pas. C'est normal. Mais regarde comment tu conduis aujourd'hui. Qu'est-ce qui est différent? Ce qui est différent, c'est juste que tu as pris le temps de te pratiquer. Tu t'es pratiqué au fil du temps. Et là, maintenant, à force de te pratiquer, tu as bâti une habitude. Tu as bâti une habitude et tu conduis sans y penser. Ça va être la même chose. Tu vas voir que quand tu vas dérouler ta première table, tu vas grandir en compétences. Si tu en fais une deuxième table, tu vas en parcourant 6, la série de 6, bah, ce serait comme un jeu d'enfant entre tes mains. Je t'assure. Il faut juste accepter de commencer. Et c'est cette même peur qui nous empêche de réaliser beaucoup de choses. De se dire, je ne me sens pas à la hauteur, je ne maîtrise pas, je ne sais même pas ce qu'elle veut dire. Non, tu n'es pas invité à dire quelque chose de particulier. Le texte est déjà là. Tu es invité à appeler les gens à lire, comme on lit à la C. Qui veut lire le premier paragraphe? Il lit. Pendant qu'il lit, s'il te plaît, écrivez ce qui vous marque. Moi, ce qui me marque, c'est ceci. Toi-même, tu marques. Et quand la lecture de tout le document est terminée, puisqu'on est rendu à la section réfléchir et agir, tu prends maintenant, tu invites les gens maintenant à ramener ce qu'elles ont noté et qui les a marqués. Qu'est-ce qui t'a marqué?
Moi, ce qui m'a marqué, c'est ceci, c'est cela, parce que. Et voici ce que ça m'amène à penser. D'accord? Puis après, vous partez à la section et auto-évaluation. Tu te notes sur cette valeur-là, sur cette action-là, je me donne une note 2. Tu évites de choisir le 5, zone de confort. Tu évites de choisir le 10. Par perfection, parce que tu n'es pas parfait, tu n'es pas Dieu. Tu as toujours de la place à l'amélioration. Et tu évites le 5, zone de confort, parce que tu ne veux pas être dans le contentement, tu ne veux pas plafonner, tu veux faire l'effort d'aller chercher plus. Maintenant, on est appelé à développer des valeurs pour devenir ce leader transformationnel. Et c'est ça qu'on a fait autour de la table, n'est-ce pas? Exemple, la valeur de l'écoute, c'est ça qui va te permettre d'écouter bien les autres, de savoir leur poser les questions. La valeur de la responsabilisation personnelle, c'est que comme leader, tu ne dois pas être dans les émotions, en train de te plaindre, oh, tel a dit que, oh, quand j'ai dit telle chose, ils ont dit que, puis tu tombes dans les émotions. Tu dois être vraiment dans ce que tu désires, le service. Tu veux la transformation et tu le fais pour Christ. Tu ne le fais pas pour quelqu'un d'autre. Tu ne le fais même pas pour la personne. Tu le fais pour Christ. Et tu ne fais que suivre Christ en faisant ce que tu as à faire et les autres, ils vont te suivre en arrière. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. C'est pour ça que nous avons choisi de vivre cette table nous-mêmes avant de partir en mission. Et maintenant que nous avons appris ces valeurs, vivons ces valeurs, soyons des porteurs de ces valeurs, décidons de contribuer à notre monde. C'est intéressant-nous de savoir si nous progressons ensemble comme groupe. Ne nous contentons pas de notre progrès personnel. Si nous grandissons seuls, nous n'allons pas faire tâche due. Veillons si nous grandissons ensemble. Notre amélioration individuelle n'a de sens que si nous le faisons pour atteindre des objectifs communs. Question importante. Tu te poses toujours la question, je t'invite à le faire. Est-ce que mes pratiques ont un impact sur la croissance des autres? Est-ce que la façon que je fais a un impact sur la croissance des autres? Et pour terminer, j'allais te dire, c'est notre moment, c'est ton moment. Vrai ou faux selon toi? C'est ton moment de te lever. Tu es capable et tu as le soutien qu'il te faut. Si c'est trop difficile, appelle-moi, je vais venir à une de tes tables, je vais observer comment tu fais. Puis je vais pouvoir te dire, faire le retour, ce que je pense de ça, si tu le fais bien ou pas. Alors saisissons ce moment. C'est notre heure. Ne cédons pas la peur de ne pas être capable. On est tous capables. L'heure est venue de faire la différence dans notre monde, un pas à la fois, avec ce que nous avons, avec nos capacités. Vous voyez. Pratiquons la loi du mont Everest. La loi du mont Everest dit plus l'objectif est élevé, plus le travail d'équipe est nécessaire. Donc nous avons besoin de bâtir nos équipes parce que nos objectifs sont grands. On ne peut pas faire de grandes choses seul. Et on a besoin de transformer ceux qui vont travailler avec nous. La transformation du monde est un défi comme l'ascension du mont Everest. Donc, c'est un défi, mais tu es à la hauteur avec le peu que tu as, petit à petit. La transformation se produit dans un environnement de confiance où tout le monde aide tout le monde. Et c'est toi qui vas impulser ce vent d'entraide. C'est toi qui vas impulser ça avec ce que tu sais maintenant. Merci de m'avoir écouté et d'avoir accepté de faire partie de la communauté des leaders transformationnels et des leaders serviteurs. Que Dieu vous bénisse les moments, Dieu vous bénisse les kings, les queens,